Salut à tous, alors aujourd'hui je fais une présentation avec une petite fiche sur les Camponotis variegatus. Donc je les ai reçus le 6 janvier, j'avais posté la vidéo le 9 janvier. Alors d'aujourd'hui on est le 19 janvier, donc ça fait maintenant 13 jours que j'ai les Camponotis à la maison. Et il y a une très grosse évolution. Adrien de chez Fourmium avait dit que c'était une espèce à développement très rapide. Et il avait entièrement raison, c'est un développement extrêmement rapide. Donc je vous fais une petite fiche un peu succincte parce que c'est compliqué de trouver toutes les informations. C'est pas une Camponotis qu'on trouve habituellement comme la Nicobarensis, la Parius ou autre. C'est une espèce un peu moins commune en France, on va dire. On la trouve pas mal dans les pays de l'Est. Sur YouTube on trouve pas mal de vidéos, mais voilà, c'est que sur des pays de l'Est. En France même, il y a très peu de vidéos. Et c'est pour ça que je voulais cette espèce là. Donc après on va faire une petite description de l'animal. Donc c'est une fourmi qui est assez grosse, avec une gine qui dépasse le centimètre et des ouvrières qui peuvent atteindre aussi 10 mm, c'est-à-dire 1 cm. Ce sont des fourmis qui sont assez lancées comme vous voyez. Elles sont pas très grosses, elles sont assez fines, de grandes antennes, de grandes pattes. Et elles sont assez agiles. C'est vrai que dans la petite aire de chasse, elles montent partout sans aucun problème. Ce sont des fourmis très agiles. Et j'ai pas mal regardé la fiche des Camponotis nicobarensis parce que souvent on associe les fiches d'élevage au variegatus avec celles de Nicobarensis. Et il disait, j'ai vu sur certaines fiches que les Nicobarensis résistent aux noëttes parce qu'elles arrivaient à marcher sur l'eau grâce à leur agilité. Et les variegatus en fait ont cette particularité. J'ai un petit récipient dans lequel j'ai mis du pseudomiela. Et même si c'est plus épais que de l'eau quand même, elles arrivent facilement à marcher dessus sans aucun problème. J'ai eu un petit souci dans le tube, j'ai eu de l'eau et je pensais que ça allait entraîner des noyades et pas du tout. Donc ça, je vous montrerai ça au fur et à mesure. C'est une espèce qui est nocturne. Donc là, c'est vrai que là, je l'ai fait un peu chier en pleine journée. Elles ont l'habitude de vraiment sortir pour chercher à manger ou autre, mais vraiment la nuit. La journée, ils sont toujours avec la gine, bien au chaud avec le couvain, ou est plutôt aussi bien humide. Alors, il y a une chose que j'ai pas su trouver, c'est s'il y avait ou pas présence de major. Donc normalement c'est une espèce avec différentes castes, mais j'ai pas trouvé vraiment d'informations là-dessus franches et précises. Donc ça on verra dans le futur, peut-être que j'en aurai, donc je vous montrerai tout ça. Sinon au niveau de la coloration, donc là pour l'instant c'est vraiment je suis pas encore trop dans dans certaines observations, mais ce qu'on peut remarquer grosso modo, elles sont quand même assez jaune brun, ça fait un petit marron assez foncé, un marron clair on va dire, avec des rayures très foncées sur le gastre. Donc là il faut que je redonne à manger, donc les gastres ne sont pas encore trop gros, mais c'est vrai qu'après un bon repas on a bien cette distinction entre le jaune brun là, et le gastre et les rayures très foncées. Sinon voilà, au niveau de la description c'est à peu près ça. Donc là par la suite je vais essayer d'améliorer les prises de vue et surtout passer au microscope USB pour vraiment montrer les petites fourmis d'un peu plus près. Au niveau de la répartition, donc là c'est un peu particulier parce que la plupart des sources que j'ai trouvées montrent que la variegatus serait native d'Asie du Sud-Est. Donc avec tout ce qui est Vietnam, Chine, l'Inde, tous ces pays d'Asie du Sud-Est, elle serait native de là. Le problème c'est que des études qui datent de 2010-2015 montrent que la Camponotus variegatus serait apparentée au Camponotus tortuganus et les Camponotus tortuganus d'Amérique du Nord. Principalement toutes celles qui sont situées sur la Floride et en dessous de la Floride jusqu'au Mexique. Et alors après je vous dis c'est assez difficile de trouver sur des sources françaises
toutes les explications, mais d'après ce que j'ai pu en trouver sur les sources américaines, c'est qu'il y aurait une migration de, de la Camponotus vers la Micronésie, où là on a une population, on aurait les Camponotus variegatus sur Hawaï, après on aurait d'autres Camponotus qui auraient d'autres spécificités sur la Nouvelle-Guinée, sur l'Australie, etc., etc., etc. Donc il y aurait cette migration. Donc apparemment on aurait une Camponotus qui viendrait, qui serait native d'Asie du Sud-Est, qui aurait été importée sur le continent américain, comme on peut voir souvent hein, avec les animaux, les bateaux ou autres. Et de là il y aurait une nouvelle migration qui aurait été, plutôt un transport qui aurait été fait vers la Micronésie. Donc à l'heure actuelle, c'est une espèce qui est vraiment bien présente sur Hawaï. D'ailleurs, elle est considérée comme espèce nuisible sur toutes ces îles-là. Alors maintenant, voilà, c'est vraiment une Camponotus d'Hawaï, de Micronésie. Donc, de par sa localisation, on peut dire que c'est une espèce qu'il faut élever comme toutes les espèces exotiques. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses à respecter. L'ADC fermée, en plus je vous ai dit elles sont très habiles, donc l'huile de paraffine et compagnie, c'est pas la peine, ça marchera pas, ça marche difficilement sur les Nicobarensis, donc je vais même pas essayer sur elle, je sais que ça marchera pas, donc systématiquement c'est aire de chasse fermée. Donc par la suite j'essaierai peut-être d'appliquer du fluon liquide sur mes futures aires de chasse, parce que ça il paraît que c'est radical, mais comme vu le coup, j'attends de tomber sur une bonne affaire. En termes de température, c'est une espèce exotique, hein, donc entre 25 et 30 degrés, c'est ce que moi je fais. Et je leur offre, alors l'hygrométrie, on dit une grosse hygrométrie, moi je leur offre deux possibilités. Comme je vous avais montré sur la vidéo de l'unboxing avec Fourmium, j'ai une aire de chasse à 2 tubes, donc j'ai un tube où j'ai fait en sorte d'avoir une très grosse hygrométrie et un tube où l'hygrométrie est un peu moindre. Et elles ont directement déménagé sur le tube le plus facile, là où l'hygrométrie est la plus faible. Et en une nuit, elles ont tout redéménagé sur le tube où l'hygrométrie est la plus forte. Donc ça, je vous montrerai tout ça sur l'installation, quand je ferai la vidéo sur l'installation. Mais à l'heure actuelle, voilà, moi j'en conclus qu'elles aiment cette hygrométrie très importante. Et j'irai même encore plus loin, c'est que dans le tube, j'ai de la condensation qui se forme. Donc sur tout le dessus du tube, j'ai de grosses gouttes. Donc je pensais qu'elles allaient faire en sorte de déménager parce que ça risquait de noyer le couvain ou quoi. Et pas du tout. En fait, de temps en temps, si l'accumulation d'eau est trop importante, ils vont boire l'eau. Et sinon, ils laissent ces gouttes stagner. De toute façon, vous le voyez sur la vidéo en cours. Il y a une petite zone avec des grosses gouttes et ça leur convient tout à fait. Alors au niveau de la fondation, c'est difficile parce que moi j'ai acheté, comme je vous l'ai montré sur la vidéo, j'ai acheté une fondation qui était déjà installée avec une jean et je crois que j'avais 5 ou 6 ouvrières à l'époque. Donc apparemment, d'après ce que j'ai pu en trouver, elle serait indépendante et semi-costrale. C'est-à-dire que la gine n'a besoin de rien, n'a besoin de personne pour fonder, mais elle peut aller chercher à manger pour fonder. Alors à l'heure actuelle, d'après tout ce que j'ai pu regarder, en France en tout cas, vous allez trouver les Camponotus variegatus que chez Fourmium. Donc là, ils ne vendent pas de gine seul, c'est que des petites fondations avec minimum entre 0 et 5 ouvrières. Après, le développement il est extrêmement rapide. À l'heure actuelle, moi quand je l'ai acheté, j'avais 5 ou 6 ouvrières avec, on va dire, de mémoire, j'avais moins de 10 éléments du couvain. Donc quand je parle d'éléments du couvain, c'est que je prends les œufs, les larves, les cocons en compte. Tout compris, le couvain tout compris, j'avais une dizaine d'éléments. À l'heure actuelle, je suis à 11 ouvrières. Et j'ai un couvain qui doit regrouper, j'ai vu une grappe d'œuf, il faudrait que je le mette au microscope, mais j'ai une grappe d'œuf qui est composée d'une dizaine d'œufs, j'ai 2 ou 3 cocons et je dois avoir 5 ou 6 larves. Donc c'est un développement qui est extrêmement rapide. On se base sur le développement de la Nicobarensis, c'est-à-dire de l'œuf à la larve on a à peu près 11 jours, de la larve au cocon environ 10 jours et du cocon à l'imago environ 7 jours. C'est-à-dire que là on est sur un développement de l'œuf à l'ouvrière de 28 jours.
Donc ça, bien sûr, il faut toujours tout prendre un petit peu au second plan. Ça dépend aussi des conditions de maintien, l'hygrométrie, la nourriture, la température. Ça peut à peu près prendre ça. Là, on voit une petite, d'ailleurs, voilà. Il y a les ouvrières qui sont en train de manger, de s'échanger, de prendre le jabot social. Donc voilà, on voit quelques belles petites choses. C'est une espèce qui est très intéressante, qui est beaucoup plus où on voit beaucoup plus de choses que par rapport aux espèces que je maintiens déjà. Alors après, niveau du nid, là j'en suis pas encore là. Moi je suis vraiment encore au tube à essai avec une petite aire de chasse intégrée pour pouvoir donner à manger. Mais si on regarde les fiches de Nicobarensis, là on se rend compte qu'il faut un nid blindé parce que ça peut creuser. Et il ne faut pas oublier que sur Hawaï, la Variegatus est une fourmi charpentière qui loge principalement dans le bois. Donc il n'y a pas, normalement elle creuse pas le bois, elle vit avec le bois et elle vit dans le bois, mais elle peut creuser. Donc il vaut mieux avoir un nid blindé et avec une hygrométrie intéressante, parce que là on voit, elle aime cette hygrométrie. Donc moi j'irais conseiller tout ce qui est nid en pierre reconstituée. Donc je pense pas que par la suite j'irai sur un nid en plexi, parce qu'on sait que sur le plexi l'hygrométrie est toujours un peu délicate. Au niveau de la nourriture, ça par contre ça mange très très bien. Liquide sucré insectes, j'avais des mouches au congélateur. J'aurais donné 2 petites mouches. Alors par contre ça trie. Ça mange pas, c'est pas comme certaines fourmis où ça mange l'intégralité. C'est bien trier. Moi ça a trié, ça a pris vraiment que l'abdomen de la mouche. Tout ce qui est tête, aile et compagnie, tout ça c'est resté tel quel. Au niveau du liquide sucré, par contre moi j'avais un pseudomyela très épais. C'était la recette boostée. Et finalement là avec elle ça marche pas du tout. Elle préfère quand même le pseudomyela bien liquide. Donc ça aussi il faudra, je pense que je vais rester maintenant sur du pseudomyela assez liquide et plutôt partir sur des insectes comme des vers de farine, des vers moriaux, toutes ces choses là, des insectes que dès qu'on les coupe c'est assez liquide à l'intérieur. Et par contre une chose qui m'a fait prendre cette espèce, c'est surtout qu'il n'y a pas de diapause. C'est une espèce où il n'y a pas de diapause à respecter, elles évoluent tout au long de l'année. Voilà, c'était une petite présentation rapide des Camponotus variegatus avec une petite fiche avec, je pense qu'il doit manquer des éléments, mais le plus gros des éléments sont présents. C'est assez compliqué d'avoir des traces en France sur cette espèce qui n'est pas du tout exceptionnelle, dans le sens où on la connaît quand même, c'est pas, il y a encore beaucoup de choses à découvrir dessus, mais on la connaît. Si vous regardez un peu les vidéos sur YouTube, vous allez tomber sur énormément de vidéos sur les pays de l'Est ou sur l'Asie. C'est une espèce qui est vraiment dans ces élevages, mais en France c'est plutôt les Camponotus, Nicobarensis, Parius et autres qui sont développés. Donc moi je suis très content d'avoir cette espèce, de faire des vidéos dessus parce qu'elle est très intéressante, elle se développe très bien, très vite. Là on voit l'une des ouvrières avec une grosse grappe d'œufs. Donc là c'était vraiment une petite présentation. Par la suite je ferai des prises de vue avec le microscope USB et autres. Donc toujours pareil, le petit pouce bleu, continuez à vous abonner, on approche les 250 abonnés, je vous en remercie. Et puis moi je vous dis ciao ciao.